comte Dracula fait partie des mythes ayant alimenté abondamment le monde du cinéma et des arts graphiques de façon plus globale. De Todd Browning, affublé de l'incroyable Bela Lugosi, en passant par Francis Ford Coppola et son complice Gary Oldman, le plus célèbre vampire n'a cessé d'imposer son image, faite d'élégance aristocratique, de sous-textes sexuels et j'en passe. Jouant une fois encore sur la porosité fiction-réalité, Keops Studio insinue au détour d'un dialogue que le père Moriani a avec Janos Peckmester, jeune étudiant en histoire vous remettant l'unique travail du professeur Herman van Bergen de Budapest, que Dracula et Vlad Tepes ne seraient au fond qu'une seule et même personne. Cette analogie avec Vlad Tepes se poursuivra dans la plupart des autres dialogues et documents collectés ici et là. Keops Studio avait déjà utilisé ce flou de la mythologie littéraire avec, dans Retour sur l'île mystérieuse, les interrogations concernant l'existence réelle et non fictionnelle du capitaine Nemo, marin bien connu de Jules Verne. Comme le précisera Benoît Aujean, co-créateur de Keops Studio, l'objectif n'est pas de se plonger dans le mythe de Dracula, comme la plupart des adaptations précédentes, mais de mener une véritable investigation sur le mythe. Dracula 3 est donc, pour citer son principal scénariste, une histoire à propos d'une histoire. Encore une fois, l'idée est de traiter les personnages non comme des êtres de fiction, mais des êtres réels. Plutôt que de partir une fois encore du roman de Bram Stoker, l'idée ici est d'absorber, comme dirait Aujean, le roman pour apporter de nouvelles lumières. Dracula 3 devient ainsi une mise en abîme, une histoire contenant d'autres histoires, dont le fameux Dracula de l'écrivain irlandais. Et tout cela avec des accents historiques. En évoquant Dracula, les développeurs tissent un lien avec Vlad Tepes, un tyran ayant réellement vécu en Roumanie au XVe siècle, rapidement surnommé Vlad III l'Empaleur, du fait de son goût prononcé pour des us et coutumes d'un autre âge. L'homme dirigeait d'une main de fer ces terres et matait toute tentative de révolte. Choisissant la fameuse narration parcellaire propre à bien des jeux vidéo dits narratifs, Keops Studio construit progressivement son personnage de Dracula au gré des éléments déposés ici et là, une bible, d'anciennes gravures, des coupures de journaux et j'en passe, sans oublier les fameux dialogues avec les protagonistes du village. Encore une fois, la complexité de l'antagoniste dépend en grande partie de la curiosité du joueur. Ne pas creuser et collecter ces éléments, c'est réduire le conte à une silhouette mystérieuse, mais un peu creuse. Le gameplay du jeu favorise ce travail de construction personnelle du mythe par le joueur. À la manière d'un enquêteur, le joueur rassemble les éléments, tisse les liens et émet des suppositions. Dracula 3 en effet propose la possibilité d'organiser notre inventaire de deux façons, soit par titre, soit par ordre dans lequel on a trouvé les objets collectés. Le joueur peut également marquer certains documents pour les relier à des indices. Enfin, il devra à certains moments comparer différentes copies d'une même image pour voir des différences telles l'analyse du tableau « La crucifixion de Raphaël ». L'inventaire a ainsi été pensé pour nous immerger dans l'enquête et permettre la création de phases de jeu-réflexion plus posées, à la manière d'un enquêteur devant son bureau, les documents étalés devant lui. Il ne s'agit plus d'un simple lieu de stockage transitoire, on ne nous demande pas seulement de compiler ou d'associer à un moment donné des objets, mais de construire mentalement notre enquête, et donc notre jugement quant aux deux questions primordiales que le jeu pose. Martha était-elle une sainte ? Le comte Dracula est-il un être surnaturel ou un simple désaxé sanguinaire ? Conservant cette dynamique réaliste, Keops Studio ne propose pas un énième tueur de vampires en tant que héros, mais un protagoniste relativement ordinaire. Le père Arnaud Moriani est un prêtre catholique qui, malgré ses convictions religieuses, se doit de rester rationnel lorsqu'il s'agit d'approcher le mystère et le surnaturel. Un personnage passionnant, contenant déjà en son sein un paradoxe fort. Nous sommes en 1920 et tout commence par une mission que le Vatican vous confie, plus spécifiquement le cardinal Felicio Briganti. Il s'agit de se rendre au village de Vladoviste, perdu en pleine Roumanie pour enquêter sur Martha Calugarul, morte il y a peu. Médecin considéré comme une sainte par les villageois, soi-disant possédant des pouvoirs mystérieux, vous avez la lourde tâche de tirer le vrai du faux de ce phénomène local pour savoir si le Vatican doit ou non considérer canoniser cette brave femme. Le problème est que Martha semble, sur la fin de sa vie, s'être laissée aller à des pratiques réprouvées par l'Église. Seulement, à partir de cet objectif initial, vous partirez également à la recherche de Dracula, car les pratiques illicites de Martha conduisent rapidement vos supérieurs à vous enjoindre de trouver la source des obscures légendes dans lesquelles baigne la région. En clair, remonter la voie du dragon, entendre Dracula
pour tenter de le rencontrer et mettre à bas cette superstition. Peut-être qu'il ne s'agit au fond que d'un simple fantasme villageois. Pourtant, les groupes politiques, identitaires et religieux se mêlent de l'affaire. Les actes qui se préparent sont trop graves pour ne pas considérer sérieusement ce problème. Amener le religieux dans un jeu vidéo sans figer la thématique dans des conflits un peu forcés, à base de bestiaires éculés, c'est le tour de force de ce jeu. On se plaît à voir le père Moriani lutter entre sa foi, parfois vacillante, et les phénomènes surnaturels rencontrés. En clair, un fantastique au sens littéral du terme, comme si le joueur était constamment sur la brèche, se demandant si le résultat sera une légende paysanne de plus ou une remise en cause totale de nos convictions profondes. Ce n'est pas pour rien que Benoît Aujean reçut, pour ce jeu en 2008, le Milton du meilleur scénario. Alors comment mettre en scène ce vacillement mental de façon vidéoludique ? Un exemple, dans le chapitre 5, une scène particulièrement forte en symbolique résume avec intelligence cette tension du père Moriani en provoquant chez le joueur un réel inconfort. En Turquie, au sommet d'une montagne gelée, votre personnage va devoir accomplir un acte fort pour survivre au froid. Surmontant la honte et le sacrilège de l'acte qu'il s'apprête à faire, le développeur vous force à utiliser votre Bible et votre crucifix, entre autres, pour créer un feu vous permettant de survivre et mener à bien votre enquête devant vous conduire à Dracula. Que l'on soit croyant ou pas, on est touché par cet acte, voire un peu perturbé, et c'est bien là ce que recherchent les développeurs. S'il ne s'agit que de sélectionner des objets dans l'inventaire pour les déposer sur des brindilles qui prendront feu, l'impossibilité de faire autrement nous bouscule tout de même, au pied du mur de la nécessité. Si l'on a souvent reproché aux jeux vidéo de type point and click l'absence de cohérence dans ces énigmes, du fait de la volonté de proposer un casse-tête au détriment de tout bon sens, manière parfois de rallonger artificiellement la durée de vie du jeu, on ne peut pas dire que Dracula 3 repose sur les mêmes ficelles. Au contraire, le jeu s'efforce de proposer des obstacles cohérents dans la quête du père Moriani. L'essence du jeu ne repose pas sur la combinaison d'improbables objets pour ouvrir je ne sais quelle porte, pensons à LucasArts, mais de mener à bien un processus précis. L'idée est donc de sortir autant du gore inutile que des énigmes capillotractées, pour engager le joueur à adopter plusieurs logiques afin de déchiffrer des codes et surmonter des énigmes. Bref, être polyvalent. Par exemple, réaliser un prélèvement sanguin sur soi dans un dispensaire, comparer des molécules au microscope pour faire des rapports, faire fonctionner un vieil appareil à musique ou réaliser un développement photographique dans une chambre noire. Si l'on gagne en cohérence, on perd toutefois en simplicité. À vouloir être trop encyclopédique, on peut devenir pesant, demandant quasiment aux joueurs d'aller se renseigner en dehors du jeu pour en apprendre plus sur le processus à effectuer. Comme le précisera Benoît Aujean, l'idée est de ne pas rompre l'immersion, rechercher autant que d'apporter des éléments culturels et intellectuels au jeu. Si certains n'hésitent pas à proposer des énigmes absurdes pour rappeler que le jeu proposé n'est qu'un jeu, c'est tout l'inverse que tenta de faire Keops Studio. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'est tout pour aujourd'hui. D'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur la page Facebook qui s'affiche, à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un petit like, à partager la vidéo. D'ici là, bon jeu à tous et à bientôt.